Bonjour, on se retrouve pour la deuxième partie de l'étude du schéma électrique du palétique. Donc on avait déjà vu la page précédente, c'était celle-ci, hein, c'était le folio 2. Le folio 2, c'était la première partie, le folio 3, la deuxième. C'est pas très logique, mais c'est comme ça. Donc là, tout ça, ça a l'air assez compliqué en fait quand on regarde ça au premier abord. Ça semble totalement indéchiffrable, on n'arrive pas à discerner quoi que ce soit. Mais vous allez voir que tout cela est fabriqué avec une logique interne. Pas toujours très logique d'ailleurs, moi je critiquerai certains choix qui ont été faits dans la conception de cette machine, mais bon, vous ferez votre opinion vous-même lorsque vous aurez compris. Vous verrez que c'est un petit peu trop compliqué. Alors de toute manière, pour bien comprendre comment ça marche, il faut voir que le courant en fait arrive en haut à gauche, ici, et repart en bas à droite. En bas à gauche, qu'est-ce que je raconte? Par ici. En haut à gauche, qu'est-ce que c'est? C'est du 24 volts, c'est la phase de 24 volts alternatif, et en bas à droite, en bas à gauche, c'est le neutre du 24 volts. Donc savoir que les électrons qui sont dans la phase, ici, n'ont qu'une seule envie, en fait, c'est de rejoindre le neutre. Ils ont une psychologie vraiment très rudimentaire. Ils vont faire tout ce qui est possible pour rejoindre le neutre. Et on va profiter de cette envie qu'ils ont pour les faire travailler à notre profit. En l'occurrence, ici on voit qu'est-ce qu'on va leur faire faire. On va les obliger à passer à travers un voyant lumineux pour l'allumer, un autre voyant lumineux, et des bobines de contacteurs. Bon, évidemment, à certaines conditions. On voit que pour passer dans la bobine KM1, il va falloir que ces contacts soient fermés, celui-ci aussi, et un certain nombre d'autres contacts. Tout ça, ça correspond au fonctionnement de la machine. Alors, on va analyser petit à petit ce schéma. On va déjà regarder un peu quels sont les composants qui sont présents sur ce schéma. On voit qu'il y a donc, je l'ai dit, deux voyants, des bobines de contacteurs. On voit qu'il y a aussi, ici, si on regarde, des boutons d'arrêt d'urgence, il y en a deux, qui actionnent des contacts normalement ouverts, fermés, qu'est-ce que je raconte. Il y a aussi deux modules de sécurité. Alors à quoi ça ressemble les modules de sécurité dans l'armoire électrique? Eh bien, les voilà. Donc, dans l'armoire électrique, ce sont ces deux objets verticaux, là, qui sont munis d'ailleurs de deux petites diodes, deux petits voyants lumineux qui indiquent quel est leur état de fonctionnement. Alors, on va voir à quelles conditions ils sont allumés. Pour que la machine fonctionne, il faut qu'ils soient allumés tous les deux, en fait. Donc, on va voir comment on va faire pour les allumer tous les deux. Donc, il y en a deux. Il y en a un qui s'appelle PRV1, on le voit ici, c'est ce petit objet là qui est entouré par des pointillés. Vous voyez qu'il y a des tas de petits contacts à l'intérieur, il y a des bornes 1, 2, Y1, Y2. Et le deuxième, c'est celui-ci, PRV2, voilà, le deuxième module de sécurité. Bon, celui-là a l'air un petit peu plus simple, mais c'est le même. Alors, on a aussi des contacts ici, voilà justement un contact qui porte le même nom que PRV1. En fait, PRV1, il va actionner ce contact. Pour laisser passer du courant. Ici, on voit IG1, un contact qui s'appelle IG1. Alors, si on a une bonne mémoire, eh bien, on se souviendra que c'est le même nom que le disjoncteur qu'on a vu sur la page 1. Vous voyez, regardez, ici, sur la page 1. Le disjoncteur, qu'est-ce que je raconte? L'interrupteur sectionneur principal, il agit sur ces trois contacts principaux qui sont sur les phases de 380 volts, 400 volts. Et il agit aussi sur des petits contacts, un petit contact ici qui va servir à je sais pas quoi. Il va laisser passer le courant vers cette ligne-là. Si on suit, bon, on va suivre ça doucement. On a aussi des boutons poussoirs. Ici, vous voyez, S2 c'est un bouton poussoir, S1 c'est un bouton poussoir. Vous voyez qu'ils n'actionnent pas le même genre de contact. Celui-ci, ça doit être le bouton arrêt, puisqu'il y a un contact normalement fermé derrière, alors celui-ci, ça doit plutôt être le bouton marche. On a aussi des contacts qui correspondent à des contacts des bobines de contacteurs. Quand il y a du courant qui passera dans ces bobines, ça va en l'occurrence ouvrir le contact KM1. Si du courant passe dans ces bobines KM1, ce contact ici va s'ouvrir. Si le courant passe dans la bobine KM7, le contact qui a le même nom va s'ouvrir. Alors où est-ce qu'il est le contact KM7? Il n'est peut-être pas sur cette page. Ah si, le voilà. Voilà, il y en a un ici. Ici, on voit, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Les gros ronds ici, ça correspond à des bornes du bornier 1. On avait vu déjà le bornier 1 dans le folio précédent. Vous voyez que tous les fils qui sont reliés à ces gros ronds en fait sont connectés, sont vissés sur le bornier. Alors ici à l'emplacement 69, 70, 44, 18. Alors ça c'est très pratique parce que ça va nous permettre de dépanner la machine facilement. Je n'aurai qu'à analyser le plan, échafauder des hypothèses et ensuite faire des tests électriques uniquement sur le bornier, ça suffira.
Donc j'ai pas à chercher des vis à droite à gauche. Si je sais lire un plan, je peux dépanner facilement. Alors, donc, revenons à nos moutons. Nous avons encore ici des contacts marqués PRV1, PRV2, donc qui seront actionnés par les modules de sécurité. Des contacts, voilà. Alors ici, un autre contact intéressant, voilà. Les contacts qui sont là, bon, ce symbole d'un capteur mécanique, c'est le symbole, en fait, ça correspond FC10 et FC10 ici, et ça correspond en fait au contact de la porte. Hein. Donc la grille, quand vous ouvrez la grille, bah, ça ouvre ce contact. En fait, alors, ensuite, vous avez ici un contact qui est actionné par, vous voyez, un petit carré marqué P, D12. Eh bien, il s'agit du pressostat. En fait, quand vous allez mettre la machine sous pression, vous allez l'alimenter en air comprimé, eh bien, donc ce pressostat va recevoir cet air comprimé et va fermer ce contact. Alors, en gros, ça veut dire que si vous oubliez l'air comprimé, eh bien, la machine ne fonctionnera pas, quoi. Ça va sûrement mettre un petit défaut. Alors, on a un autre contact marqué ici DJ1. Alors, DJ1, c'est pareil. Il faut encore avoir une bonne mémoire, et RT1 aussi, d'ailleurs. Souvenez-vous, c'était sur le folio 1. Ah, alors DJ1, il est où? Il est là. C'est le disjoncteur principal qui protège le moteur, enfin le circuit du moteur contre les courts-circuits et contre les surchauffes. Hein. Le moteur de l'élévateur. Et RT1, ben, c'est le contact qui protège, cette fois-ci, contre les surchauffes, le moteur du convoyeur. Donc on va les retrouver ici. Si le moteur du convoyeur surchauffe, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est magique. Ce contact s'ouvre. Et donc, il n'y a plus de courant qui arrive dans KM6, et donc le moteur va s'arrêter. Hein, donc ici, FC1, FC2, FC3, ce sont des contacts qui sont situés sur l'élévateur, c'est des contacts de fin de course, FC comme fin de course. Ça veut dire que quand le moteur de l'élévateur monte la pince, eh bien on met des contacts de fin de course, et dès que c'est arrivé en haut, finalement, qu'est-ce qui se passe? Ce contact s'ouvre, et puis ça empêche la montée. Hein, par contre, en descente, c'est le contraire, c'est d'autres contacts de fin de course. C'est FC2, FC3 quand ils vont être touchés par la pince lors de sa descente, eh bien ça va arrêter la descente du moteur de la pince. Ici, c'est petite vitesse, des bobines de petite vitesse et de grande vitesse. Voilà, donc voilà un peu tout ce qu'on peut trouver sur cette page. Alors maintenant, comment ça s'organise? Eh bien, il n'y a qu'à suivre le courant. Donc on va commencer par la première ligne, ici. Donc le courant arrive en haut, il a le choix entre deux directions, soit à la droite, soit vers le bas. On va commencer par regarder vers le bas, il va sur la borne 67. Il arrive à une intersection, il a le choix entre aller à droite. En fait, il va aller au 2, hein. S'il n'a pas le choix, il va au 2. Hein. C'est un peu comme de l'eau qui circulerait dans un circuit hydraulique, elle va partout où elle peut. Hein. Donc là, en l'occurrence, elle descend, le courant descend, il excite ce petit voyant pour l'allumer, et ensuite peut rejoindre le neutre en passant par là. Il a aussi un autre chemin possible, et bien le voici, hop, on passe par là, on passe par les contacts des arrêts d'urgence qui sont ici, on passe à travers le module de sécurité PRV1, on en profite pour l'allumer, lui communiquer de la puissance. Ensuite, on repasse par les arrêts d'urgence qui sont normalement en position fermée et on retourne au neutre. Alors, qu'est-ce qu'il a d'autre comme possibilité simple pour aller au neutre? Eh bien, donc on va prendre cette fois-ci ce trajet. Donc, on va aller par là. On peut aller soit vers le haut, soit vers la droite, soit vers le bas. On va déjà aller vers le haut pour voir ce que c'est. Donc, vers le haut. Ouh là là là, on va aller vers le bas, c'est plus simple. Est-ce que c'est plus simple? J'en sais rien, non? Peut-être pas. Hein. Bon, on va aller vers le bas. De toute façon, il faudra tout voir. Donc on va vers le bas. Donc là, ici, le courant s'arrête. On ne peut pas aller plus loin. Donc c'est terminé, c'est fini. La seule condition pour laquelle il pourra aller plus loin, eh bien, c'est que le contact PRV1 ici soit fermé. Alors maintenant, comment le contact PRV1 est fermé? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. C'est très simple. Donc le contact PRV1, il est piloté finalement par ce module de sécurité. Alors on va en parler tout de suite, du fonctionnement des modules de sécurité.
Donc ce sont des systèmes qui ont été inventés pour répondre à des cahiers des charges de plus en plus draconiens concernant la sécurité dans la conception des machines. Donc celui-ci est utilisé, alors il y a plein de fonctions possibles sur les modules de sécurité, alors celui-ci est utilisé tout simplement pour détecter qu'un arrêt d'urgence est ouvert. Vous pouvez constater que en fait il y a la ligne des arrêts d'urgence qui alimente ce module de sécurité. Et puis une fois qu'on a donc, mettons qu'on appuie sur l'arrêt d'urgence, on résout le problème, ensuite on remet les arrêts d'urgence en position normale, et bien il faut en plus appuyer sur un bouton pour le réarmer. Donc on va regarder ça, hein. Regardez un peu comment ça marche. Donc déjà, si on appuie sur un des arrêts d'urgence, voilà ce qui se passe. Alors je vais faire l'expérience, vous allez voir dans la petite incrustation vidéo, donc je vais appuyer par exemple sur l'arrêt d'urgence du pupitre, S3 ici. En faisant ça, je vais actionner deux contacts. Je vais actionner le contact qui est ici et le contact qui est ici. Ces deux contacts sont situés derrière le bouton d'arrêt d'urgence. Et donc j'empêche finalement le courant d'alimenter le module de sécurité PRV1. Et donc la diode qui est située, qu'on voit, hein, qui est située en façade de PRV1, qui normalement est allumée, va s'éteindre. Clac! Donc elle s'éteint. Et ce faisant, eh bien, le module n'étant plus alimenté, tous les contacts qui s'appellent PRV1 vont se désactionner, enfin vont revenir à leur position repos. Alors on voit que celui-ci en position repos il est ouvert, donc le courant ne passera pas par là. Il y en a un autre ici, il va empêcher le courant d'aller par là. Voilà. On verra où ça va après, hein. Bref. Par contre, si je veux maintenant fermer ces contacts PRV1, celui qui est ici, celui qui est ici, eh bien il faudrait que je fasse deux choses. D'une part, que je m'assure que les arrêts d'urgence sont bien en position normale, c'est-à-dire que le courant peut arriver sur les bobines A, enfin sur les bornes A1 et A2 de PRV1, auquel cas la diode va s'allumer. Voilà, comme ça. Alors je vais faire l'expérience, ouais, elle s'allume. Et vous voyez que la deuxième diode n'est pas allumée. Alors pour l'allumer, il faut que j'appuie sur le bouton réarmement. Le bouton réarmement, il est monté entre Y1 et Y2. Alors regardons. On va partir de Y1. Je vais arriver sur le bouton S1 qui est sur le pupitre. Alors je ne sais pas lequel c'est le bouton S1. Sans doute est-il marqué réarmement. On va tester après. Et ensuite, une fois qu'il a fait ça, il faut qu'il traverse KM1, KM2, KM3, KM6. En fait, ça veut dire qu'il faut qu'il n'y ait pas de courant dans KM1, KM2, KM3 et KM6. Alors qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? On va regarder tout de suite. Voilà, il ne faut pas que la machine soit mise en service. Il ne faut pas que le convoyeur ni le moteur, aucun des moteurs ne tourne. Hein. Voilà, aucun des moteurs ne doit tourner. La machine ne doit pas être encore mise en service. Voilà, là on verra après ce que c'est. Alors à ces conditions-là, donc le courant peut partir de Y1 et arriver sur Y2. Et dans ce cas-là, donc si j'appuie sur réarmement, paf, tous les contacts marqués PRV1 vont se fermer. Ah donc c'est ce que je vais faire. Voilà, je pense que pour me mettre en route de la machine, il faut faire ça. Je vais donc m'assurer que les arrêts d'urgence sont débloqués. Je vais appuyer sur réarmement. Vous voyez que là, les deux diodes s'allument. Clink. Je suis content. J'ai activé mon premier module. Alors PRV2, pour l'allumer, on va l'allumer aussi, hein, parce que je pense qu'il va falloir de toute manière qu'il soit en service. Alors lui, il est alimenté, on va regarder, il est alimenté par le 24 volts, mais le 24 volts ici passe par un contact qui est commandé par un interrupteur de sécurité qui n'est dans cette position que si la porte est fermée. On va donc fermer la porte. Alors quand je ferme la porte, vous voyez, ce contact va se fermer, ainsi que celui-ci. C'est le même. Hein, on a vu que déjà pour les arrêts d'urgence, il y avait deux contacts derrière chaque bouton. Là c'est pareil, la porte a deux contacts, c'est une redondance. Et on voit donc que ça permet au courant 24 volts d'arriver en A1, de repartir en A2 pour rejoindre le neutre. Donc quand j'ai fait ça, eh bien si j'ai fermé la porte, je vois qu'il y a mon voyant, mon premier voyant power qui s'allume. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est exactement de la même manière que pour l'autre, il faut appuyer sur le bouton poussoir qui est situé entre Y1 et Y2. Alors on va partir de Y1 cette fois-ci. On va traverser les mêmes contacteurs. Ah non, pas tout à fait. Il y a KM4, KM5 maintenant. Donc il faut que ces contacteurs soient au repos. Hein. KM5. Petite vitesse d'élévateur. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont mis ces trucs-là, les gens qui ont conçu la machine. Mais bon, voilà. En gros, il ne faut pas que l'élévateur fonctionne. Ni en petite vitesse, ni en grande vitesse.
Voilà qui est très curieux, mais bon, on va pas se poser de questions, hein. Je sais que la machine fonctionne. Donc on part de Y1, on appuie sur le bouton S8 qui est le bouton réarmement. Alors, on va voir sur le pupitre où il se trouve. Là je vais essayer tous les boutons, clac. Et quand je verrai que la deuxième diode s'allume de PRV2, je sais que ce sera celui-là. Voilà, il s'agit du bouton réarmement du pupitre. Et là, donc, qu'est-ce qui va se produire? Tous les contacts portant le nom de PRV2, il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'un, il est ici, et va se fermer. Alors, on va voir à quoi sert cette ligne. Donc voilà, moi j'ai mis la machine finalement en position de marche. Qu'est-ce qu'il me reste à faire pour que ça fonctionne? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Donc, on va déjà regarder ce qui s'est passé, hein. Bon, j'ai activé PRV1, j'ai activé PRV2, donc voilà, on va repartir d'ici. Le bouton, cette fois-ci, l'électricité peut franchir ce contact, il est fermé. Le contact IG1 est forcément fermé parce que c'est le contact général. Le bouton S2, qui est le bouton arrêt, est arrêté. Donc là, je peux me diviser en deux parties. Alors là, le courant a pu passer, puisque vous vous souvenez qu'on a appuyé sur le bouton réarmement. Là, il actionne à la fois la boucle du préventa, mais il actionne aussi cette ligne là qui va aller je serai prêt à le parier sur une bobine KM1, puisqu'ici on voit qu'il y a un automaintien, hein. Donc allons-y, hop, on traverse ici, bam bam, on rentre dans l'automate. Alors ce contact là est-il fermé? Eh bien je serais prêt à parier que la personne qui a fait le programme de l'automate, la première instruction qu'il a mis, c'est de fermer ce contact. Donc ce contact, on va considérer qu'il est fermé. C'est tout simplement sans doute pour tester que l'automate fonctionne bien, hein. Donc le courant, évidemment si l'automate avait une panne, bien, ce contact ne se fermerait jamais, la machine ne se mettrait pas en route. Mais là, bon, donc là on va supposer que ce contact est fermé, que l'on a mis de la pression dans la machine, et du coup la bobine KM1 s'excite, et les électrons peuvent rejoindre le neutre, comme vous pouvez le constater, le fil 37. Donc nous avons un événement supplémentaire qui s'est produit, c'est que la bobine KM1 est excitée maintenant. Décidément. Hein, alors elle est où la bobine KM1? Alors la bobine KM1 elle actionne tous les contacts KM1. En voilà un. Donc maintenant bien c'est un automaintien, hein. Maintenant le courant peut toujours passer par là, même si on relâche le bouton marche ici, hein. Il a toujours cette possibilité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... on voit qu'il y a un autre contact KM1 ici. Vous voyez, il est ici. D'accord. Donc il est fermé. Et là, bien regardez, je vais descendre ensuite par le fil 60. Voilà, et j'allume le voyant sur le pupitre. D'accord. Donc quand on a fermé la porte, qu'on a vérifié que les arrêts d'urgence ne sont pas enclenchés, que l'on a appuyé sur les boutons réarmement, les deux boutons réarmement, celui-ci et celui-là, la bobine KM1 s'excite et ça allume un voyant. Ça doit être un voyant mise en service, on va regarder sur le pupitre. On continue. Il nous reste encore une ligne à voir. Non, encore, voilà. Alors, le courant va continuer par là aussi, va descendre par PRV1, PRV2, par KM7. Ah, est-ce que KM7 est fermé ou ouvert? That's a good question. KM7, il est ici. Alors, KM7 est fermé. Pourquoi? Parce que, alors c'est compliqué, c'est vrai, hein, quand même, hein. En fait, j'aurais dû d'abord descendre, j'aurais dû passer par là. Donc la phase est ici. Elle va traverser PRV2. Alors, vraiment, les gens qui ont fait ce schéma électrique, ils ne sont pas doués, hein. Ils sont pas doués. Parce que là, ils ont mis PRV2 sous cette forme-là, et puis là, ils l'ont mis à l'intérieur du module. Bon, en fait, ces deux contacts-là vont se fermer quand il y aura du courant et qu'on aura réarmé PRV2. Bon, ils ont vraiment une façon de présenter les choses extrêmement curieuse. Bref, le courant va donc traverser PRV2, alimenter la bobine KM7 et fermer ceci. Oh, c'est vraiment super compliqué. Déjà, pourquoi utiliser deux modules de sécurité? Il faudra qu'on m'explique. Alors qu'on aurait pu tout faire avec un seul. Je sais pas, hein. Je sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais... Bon, bref. Et donc, le courant va pouvoir passer par ici. Et qu'est-ce qu'il va alimenter? Alors, on va regarder. Il va alimenter plein de choses. Alors, il va... Donc la phase arrive à nouveau maintenant jusqu'ici. Alors je vous rappelle que pour arriver jusqu'ici, il a fallu donc vérifier les arrêts d'urgence, fermer la porte, appuyer sur réarmement, et maintenant le courant peut arriver ici. Donc il passe, on va déjà regarder le premier trajet, il passe par ici, et à la condition que par programmation on ferme la sortie Q33, hein, dans le programme de l'automate, et bien à ce moment-là le courant va aller jusqu'au convoyeur.
Alors évidemment, Q33, il sera fermé lorsque l'on aura envie de faire tourner le convoyeur dans le cycle automatique. Alors ça, c'est par programmation que ça va se fermer. Je vous rappelle qu'un automate ne sait faire qu'une seule chose, grossièrement, c'est fermer des interrupteurs pour laisser passer du courant de 24 volts. Voilà, donc voilà, quand par programmation la sortie Q33 sera active, eh bien le convoyeur va fermer. Alors de la même façon, vous voyez que pour faire monter l'élévateur, il faut programmer la sortie Q34. Parce que regardez par où ça passe le courant, par le disjoncteur qui est fermé quand on allume la machine. Et ensuite par là, ça descend, l'élévateur monte. Parce que ça excite la bobine de monter l'élévateur. Bon, je vais quand même vous montrer, pour ceux qui n'auraient pas vraiment compris, comment ça marche un contacteur. Donc ici, vous avez par exemple le contacteur KM2. Quand du 24 volts ici va le traverser, ça va exciter un électroaimant. C'est ça l'électroaimant, c'est cette bobine-là, bobine KM2. Et en fait, tous les contacts qui ont le même nom vont changer de position. Alors on va pas trouver les contacts KM2 ici, en voilà un. Donc celui-là va s'ouvrir par exemple. Ça empêchera de réarmer la machine. Mais il y en avait un sur le folio 2, je ne sais pas si vous vous souvenez. Hop, hop, hop. Folio 2. Contact KM2, regardez. Voilà, la seule vocation de cette bobine, c'est de commander ces contacts principaux qui envoient du 380 volts dans le moteur pour le faire tourner, le moteur de l'élévateur. Voilà. Donc, retournons sur la page 2. On voit aussi, de la même manière, vous pouvez constater que le courant, pour peu que, bien sûr, le disjoncteur ne soit pas disjoncté, bien le courant va aller sur Q35, vous voyez, il passe par là, tac, il monte, il descend vers la bobine qui est en bas, il va monter par ici, descendre sur la bobine qui est en bas, et pareil ici. Donc on alimente bien les sorties de l'automate, et aussi les organes de contrôle, qui sont les modules de sécurité préventables. Voilà, bon, je ne suis pas sûr que vous ayez tout compris, mais les QCM vont être là, que vous aurez à remplir, vont être là pour le vérifier. Auquel cas, sinon, je vous expliquerai tout ça.